Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Monsieur M, Marc-Antoine. Est-ce que ça va bien? Bah écoute, ouais, ça va bien, merci. On est vendredi, ça va bien. Ça va très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de 2 projets de loi en France qui, pour moi, sont un peu abstraits en termes d'énervement qu'il y a autour parce qu'il y a eu beaucoup de propos très virulents qui ont été échangés dont sur LinkedIn, c'est ce que j'ai pu voir. J'aimerais comprendre la nature de ces projets de loi-là parce que comme Nord-Américain, moi, ça me parle pas, cet énervement-là. Fait que j'aimerais ça comprendre pourquoi il y a de l'énervement, puis qu'est-ce qui vient de changer, puis c'est quoi les effets de ces lois-là. Alors, effectivement, on parle de 2 projets de loi, elles ne sont pas adoptées, hein. On est au mois de juin 2023. La première est une loi de programmation militaire, donc qui est un énorme bazar, notamment financier, hein, parce que c'est la manière dont la France vote le budget des armées, hein, tout compris pendant 6 ans. C'est 2024-2030, 7 ans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement long et on en profite pour modifier le code de la défense, machin et tout. Et il y a une partie cyber. Et donc j'ai suivi le débat de manière très attentive sur la partie cyber qui octroie des pouvoirs au profit de l'agence française d'Annecy, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est une agence civile qui a des missions défensives au profit des opérateurs d'importance vitaux, qui sont, en résumé extrême, environ 300 ou 400 entités, on ne sait pas très bien, parce que leur nom n'est pas très secret, mais leur système d'information qui est protégé, ça c'est confidentiel, enfin c'était confidentiel défense, maintenant on dirait secret, au sens militaire. Enfin, c'est une législation militaire qui s'applique. Donc on se voit à peu près qui c'est, mais leur système d'information, la manière dont c'est protégé, ça, c'est, enfin, le périmètre et tout, c'est secret. Très bien. Et donc, à l'occasion de ce projet de LPM, figurent des dispositions qui donnent plus de pouvoir à cette agence, hein, qui n'est pas un service de renseignement. En France, c'est très séparé, hein. Les services de renseignement, c'est DGSE, DGSI et une série d'autres. Et l'ANSSI, c'est écrit clairement, et ils le répètent parce qu'ils ne veulent pas de contestation de leur action, ne sont pas un service de renseignement, c'est un service technique qui permet de qualifier la menace cyber au niveau étatique, opérateur d'importance vitale. Là, on est dans le régalien stratégique de l'État. Ok, donc ils décident. Un 400. Et ils ont une capacité en cas d'attaque, donc extérieure, donc qui toucherait la sécurité nationale, quelle que soit la définition qu'on y mette. C'est ça la menace, hein. C'est à un moment j'ai 300 ou 400 entreprises à protéger au niveau national. S'il y en a un qui se fait attaquer, là j'arrive. Et ma mission, ça n'est pas d'aller contre-attaquer, ça c'est interdit. Dans les textes, hein, c'est clair. C'est une mission qui est exclusivement défensive et qui doit faire cesser la menace. Mais cesser la menace dans le respect du principe de la légitime défense. C'est-à-dire que c'est pas j'appuie sur un bouton et je grille toute la chaîne de celui qui m'attaque et à un moment j'ai débranché un serveur et le serveur pas de chance, ça pilotait une centrale thermique ou électrique qui permet d'envoyer de l'électricité à 150 000 personnes. Si je fais ça, j'ai contre-attaqué de manière débile, ok, excessive. Donc l'ANSSI ne fait pas ça. Mais l'ANSSI avait quand même besoin d'un certain nombre de pouvoirs complémentaires. Il y a 5-6 hypothèses, j'en prends qu'une. C'est celle qui est pas forcément la plus contestée, mais elle est révélatrice de tout le débat. Donc en fait, le texte est extrêmement technique, ok, c'est 2-3 pages, c'est négocié à l'Assemblée nationale, là c'est bon, ils ont voté des amendements, c'est parti au Sénat, puis après ils font une commission à 7+7, et puis ils lèvent la main, ils jouent au Mikado, et celui qui a le plus de voix a gagné. C'est le principe de la démocratie. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un peu comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a toujours la liberté et le plaisir de pouvoir faire des podcasts et s'exprimer librement, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en français ou que ce soit en anglais. J'y suis extrêmement attaché à titre personnel. Bref. Donc l'ANSSI demande des pouvoirs et dit par exemple, bon alors, maintenant aujourd'hui, à partir de quand la loi est votée, si vous les éditeurs de logiciels, vous découvrez qu'il y a une faille critique, une vulnérabilité significative, ok, CVSS plus 9+, pour les anglo-saxons qui apprécieront le problème de scoring. Parce qu'on fait comme ça aujourd'hui. Okay. Et ben alors vous, si vous découvrez ça, vous avez intérêt à nous le dire tout de suite. Parce que si nous on le découvre, d'abord on va le dire à tout le monde à votre place,
Et puis, on va vous faire tellement de mauvaises pubs que vous allez pleurer. Tous les éditeurs de logiciels en France, filiales d'entreprises en France, il y a 3-4 critères, pas de critères de taille, on parle pas d'open source, on parle pas de logiciel propriétaire, c'est tout le monde. Logiciel fourni à titre gratuit ou onéreux. Quand on voit comment ça a été écrit au départ, c'était ça que ça voulait dire. Bon. Donc, quand il y a une disposition comme ça, donc c'est l'ANSSI qui a demandé en fait à pouvoir faire pression sur des éditeurs dont d'aucuns racontent que certains seraient nord-américains, voire états-uniens, pour le dire même très précisément. Mais il paraît. Hein, mais j'ai aucune idée de qui sont ces éditeurs-là. On ne les connaît juste pas. C'est ça. En fait, ils n'existent pas. Et donc, le truc est adopté. Alors, en plus du projet de loi, il y a un énorme document, juste la partie cyber, c'est page 311 à page 378, hein, pour expliquer les 5-6 articles de loi modifiés. Bref, c'est un régal à lire. Alors, donc là, c'est l'ANSSI qui prépare les textes, on amène ça à l'Assemblée, c'est le volet spécial cyber, super. Et arrivent les débats parlementaires. Et en fait, toute la compréhension que vous, les Canadiens, vous pouvez avoir, c'est que quand ça passe à l'Assemblée, nos politiques aujourd'hui sont des gens qui ont des préoccupations idéologiques et non pas des considérations de bon sens. D'accord ? Donc, sur ce que je viens de résumer, donc si toi, éditeur, t'as pas dit que t'avais un énorme trou et que tu l'as caché, c'est mal, eh ben, je vais mettre ton nom qui clignote en haut de l'immeuble et je vais dire que c'est de ta faute. D'accord, c'est le résumé de l'article. Alors, premier type de réaction. Alors ça, c'était le Parti socialiste. Très spécialement. Ils font 3 à 5% aujourd'hui. Alors, nous assistons encore à une manifestation du capitalisme. C'est dit comme ça. Hein. Nous assistons encore à une manifestation du capitalisme puisque, pour sanctionner cet éditeur de logiciels, au lieu de lui mettre une bonne grosse vieille sanction pénale, qui ne sera jamais appliquée, hein, déjà 182 832, que le 10e n'est pas appliqué. Mais bon. Vous devriez, si vous ne cédiez pas au lobby du capitalisme, mettre des sanctions pénales et nous le pendrons par les pieds en place publique et ensuite on lui jettera des pierres. Ça, c'est le Parti socialiste. Donc derrière, ça fait le ramdam qui suit. Donc tout le monde fait, bon on y croit, on n'y croit pas. 5%. Ensuite, on a un autre bloc qui arrive, qui est le bloc La France Insoumise. Alors, quand on n'est pas de la France Insoumise et qu'on veut bien mettre un peu d'humour, on les appelle les agités du bocal. D'accord ? C'est leur petit surnom. Je n'ai pas d'opinion politique. Je répète, je colporte honteusement les opinions des autres. Donc, les agités du bocal arrivent. Alors, les agités du bocal, eux, leur truc, c'est les libertés individuelles. D'accord ? Donc, à partir du moment, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la justification, quel qu'en soit le coût, une autorité de contrôle qui peut-être 15 fois par an va faire des enregistrements de flux réseau ou des copies machines. Le mot était dans la loi, c'est pour ça que je le dis, parce que je sais même pas ce que ça veut dire en technique, mais c'est marqué copie machine, ok ? Et tout est prévu pour qu'il n'y ait aucune donnée à caractère personnel. Une fois que c'est exploité, c'est pour détecter la vulnérabilité, c'est pour détecter des fraudes, des cyberattaques, des patterns, des IOC, un indicateur de compromission. Je vais le faire en version générale. Indicator of compromise, avec mon meilleur accent. En fait, c'est vraiment de la donnée technique. L'ANSSI, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est que le système d'information d'un aéroport critique, d'un port critique, d'une voie ferrée qui dessert la moitié de l'Europe, ne soit pas attaqué. C'est leur mission, c'est écrit, ils le font. Mais à un moment, ils peuvent collecter des données effectivement à caractère personnel ou enregistrer des flux d'opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet, opérateurs télécoms peut-être, je sais pas, et surtout du flux Internet. Je veux dire, ce qui compte, c'est le flux Internet. C'est plus facile à analyser par un service de renseignement ultérieurement, éventuellement, que de la voix, quoi. Donc on s'en fout. Non. Et comme la France, on sait qu'on va avoir les agités du bocal qui arrivent toujours d'un moment ou à un autre, direct au niveau du projet de loi, il prévoit les garanties. Et les garanties, c'est toi, ANSSI, ta mission, c'est tu prends, t'as le droit de prendre ça, tu analyses, ce qui ne t'est pas nécessaire, tu le détruis, supprimes, delete, star.star, delete, ploup, 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 d'accord ? Et en plus de tout ça, on va te mettre tout sous le contrôle d'une autorité indépendante
qui s'appelle l'ARCEP. Autorité de contrôle des télécoms, je sais plus, et des communications électroniques. Oui, CE, et des postes, et des je sais plus quoi. Enfin, c'est les communications électroniques. Et c'est une autorité indépendante qui doit se voir notifier toutes les demandes d'avis de l'ANSSI, et qui doit donner son avis sur tout, qui font des rapports et qui peuvent reporter. Enfin, il y a un contrôle par des professionnels, des fournisseurs d'accès et de ces techniques numériques auxquelles je comprends pas tout, qui est institutionnel. Ok. Et en France, quand on est une institution et qu'on bosse pour une institution et qu'on a une mission, que ce soit l'ARCEP ou que ce soit l'ANSSI, on fait sa mission. On fait pas plus. Parce que c'est marqué que c'est ça la mission. Bon. Mais, quand on est un agité du bocal, on comprend qu'une chose, c'est que peut-être, un jour, si la France devient un État fasciste, eh bien là, l'État fasciste aura déjà le droit de faire ce que déjà aujourd'hui, légalement, ils doivent plus ou moins faire, mais en tout cas, qu'ils n'ont pas les moyens techniques, financiers, humains de déployer à grande échelle. C'est pas les Five Eyes, hein. Oh, c'est pas la NSA, ouais. Comme parce que on n'a pas les moyens. La révélation de Snowden a démontré voilà. à quel point ces machines de surveillance-là, si on ne les arrête pas, sont infinies, ils vont tout gober. C'est ça. Voilà. Ok. Donc ça, c'était les agités du bocal. Donc à partir du moment où peut-être il y a un truc, ils crient à la mort, c'est la dictature. Il manque plus qu'apparaisse en haut de l'Assemblée un gars avec un uniforme brun ou noir, des têtes de bord partout, une petite moustache et qui parle bien l'allemand. Il nous manque plus que lui dans le décor. Non mais c'est vraiment présenté comme ça. Et il y a un dernier clan, alors là qui est situé plus à droite. Alors la droite historique n'existant quasiment plus au niveau de l'Assemblée, ça va, mais ils ont des députés par contre qui sont des techniciens qui comprennent ce qui se dit techniquement. Et il y en a un ou deux qui sont juste des bons. Voilà, eux les mots ont un sens, ils savent pourquoi, ils justifient, ils expliquent. Ils sont prêts à marchander. Ok, tu veux que ça on le rajoute dans les contrôles faits par telle autorité. D'accord, voilà, ok. On accepte l'amendement. L'amendement est voté. Donc là, il y a un vrai progrès. Et puis, il reste la dernière catégorie qui sont les complotistes. Mais les complotistes de droite, hein. Les complotistes de droite pour lesquels il n'y a qu'un seul impératif, c'est la souveraineté nationale. Dans ce qu'elle a de meilleur et de plus intelligent, comme dans ce qu'elle a de plus stupide. Et au gré des amendements, on a des interventions soit intéressantes, justifiées, fondées, posées avec des arguments, soit de l'ineptie, doctrinale. Point barre. Et que tu parles, alors éventuellement c'est oui, excusez-moi, c'est pas ma question, et l'autre il fait oui, mais c'est ma réponse, et personne n'a rien compris. Mais donc c'est très curieux. Voilà. Donc c'est le décor. Pourquoi aujourd'hui en France, je ne prends jamais de position politique. Voilà, pour personne, je fais un métier technique indépendant, et donc je vois nos représentants à l'Assemblée avec leurs étiquettes annoncées, et je vois ce qu'ils disent comme un citoyen lambda. Quand ils comprennent de quoi ils parlent. Parce que le défi le plus important doit être là. De toute façon, on le voit dans le sport des législatures à travers le monde, même dans le Five Eyes. Ce qui se dit est à la limite farfelu à certains égards. Là. Et il y avait même une députée dont j'ai pas retenu le nom heureusement. À un moment, on voyait qu'il fallait qu'elle parle. C'était son tour. Ok, il s'attribue les tours, machin. Et elle devait avoir une fiche. Alors. Avec un accent du sud-ouest de la France que moi j'adore, mais tout de suite ça sonne sympa, quoi. Bon, bref. Alors, nous constatons que dans le projet de loi de programmation militaire 2024 à 2030, une disposition extrêmement technique concerne les copies caches de données DNS. Et c'est dit comme ça. Et à un moment, on comprend que la fille, elle comprend pas ce qu'elle dit, quoi. Parce qu'effectivement, il y a un truc sur les données caches de DNS que l'ANSSI a le droit d'en faire des copies sous le contrôle de l'ARCEP. Tout est justifié, c'est bon. C'est pour protéger les structures vitales de l'État français, quoi. Enfin, de la République française. Donc, voilà, c'est pas un service de renseignement, c'est pas leur métier. Ils veulent des trucs techniques pour identifier et pour être capable de faire stopper ces catastrophes qui peuvent mettre nos économies à genoux, nos structures à genoux, les transports, enfin comme au Canada, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme en Ukraine dans une certaine mesure d'ailleurs, comme en Russie. Pour un peu qu'ils aient vraiment des services et des infrastructures, il semble qu'ils en aient beaucoup moins que nous.
mais donc ça a l'air plus résistant, on sait pas. Ça a commencé à diminuer leurs infrastructures pour des raisons qu'on donne la difficulté à expliquer d'ailleurs pourquoi ça fait on se demande. Ouais, mais c'est ça, mais l'énervement, on en parlait un peu avant de commencer à enregistrer, mais moi, ça me fascine parce qu'on est du moins en Amérique du Nord, dans les Favaises minimalement, on est déjà habitué à ce genre d'ultra-surveillance. On a été échaudé par le scandale Snowden, mais c'est le grand public s'est réveillé à ça, mais on savait tous que ça fonctionnait déjà comme ça. Mais eux font pas juste dans une portée qui est très restreinte, parce que la portée de l'ANSSI, elle est dans les OIV. Elle n'est pas généralisée, elle n'est pas comme la NSA qui est un aspirateur à information même massif. On n'est pas dans le même univers. Je vois mal l'énervement, mais on a un peu un énervement similaire parce qu'on a passé un projet de loi au niveau fédéral, au niveau de la protection des infrastructures critiques. Parce que nous, on fait pas OIV, nous, on fait OIE, tu sais, OIC. C'est ça. On aime un vocabulaire différent, mais on est en train, puis ça a eu une levée de bouclier énorme aussi parce que, c'est très minimal, là. C'est que le gouvernement impose aux entreprises qualifiées de OIV un certain niveau de standard et de reddition de compte. Là, on est vraiment minimal, ça s'énerve déjà, c'est grave, c'est liberticide. Là, calmez-vous, là. C'est l'électricité, là. Si on se fait attaquer, c'est normal que les compagnies d'électricité se fassent surveiller. Moi, je suis très confortable avec cette idée-là. Mais du côté américain, ils ont commencé à avoir des choses similaires que ça, mais culturellement, s'ils ont besoin d'intervenir, ils vont le faire de toute façon dans tous les cas. Fait que c'est pas, même si le pouvoir n'existe pas, l'armée va rentrer puis l'armée va faire ce qu'elle a à faire. De toute façon, on est dans un univers complètement autre. Fait que pour moi, je trouve cet énervement-là tout à fait comique. Alors, deuxième projet de loi. La même chose. Mais en fait, encore pire, je dirais. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, enfin dans un paquet de pays aujourd'hui, tout court, on a tous des devices qui nous permettent de téléphoner partout, d'accéder à Internet partout, sans qu'on vérifie où on soit. Ok ? Et donc il y a des tas de gens qui profitent malheureusement de ce progrès pour s'en servir à des fins criminelles, pénales, terroristes, la totale quoi. Ok, c'est toujours pareil. On invente un truc, il y a le bon usage, et puis il y a le mauvais usage. Les voitures, il y a aussi des voitures qui servent à tuer volontairement des gens. Après, il y en a plus qui se tuent spontanément dans des accidents, mais voilà. Mais le niveau de débat, c'est à peu près ça. Bon, donc à un moment, la France et ses juges disent, il faudrait qu'on passe un projet de loi en disant que, comme tout le monde a un téléphone portable, dans certains cas graves, genre plus de 5 ans de prison. Sur autorisation d'un juge, on va permettre d'écouter et de regarder et d'activer le téléphone et d'activer la caméra et de machin. Sur décision judiciaire écrite motivée. D'accord. Ok. C'est comme seulement pour des crimes ou délits de plus de 5 ans de prison quand même, prévu dans le texte. Mais c'est quand même de l'écoute électronique, comme ils en ont toujours fait, toujours sur autorisation d'un juge de toute façon, dans des structures normalisées, c'est robuste, c'est judiciairement très robuste d'ailleurs. Le problème, c'est que pour faire du sensationnel, la presse en France a commencé à titrer ça y est, le Sénat vient d'autoriser le tracking généralisé des Français. Oui, parce qu'ils ont oublié tout le reste. Ils ont juste vu, on peut activer un téléphone à distance, sa caméra ou son micro. Ils ont juste vu ça. Moi, c'est l'autre point, c'est comment techniquement ils vont l'exécuter. Ça me fascine beaucoup parce que tu sais, c'est du monde qui ont passé dans un état de vase clos, mais tu sais, mon téléphone ne permettra jamais de s'activation comme ça spontanément. Fait que bien sûr que non. Et la masse de données que ça générerait pour enregistrer, mais c'est juste techniquement absolument impossible. Tout le monde le sait. Et c'est encadré par un juge. Je veux dire, c'est pas d'accord. Mais alors, on reprend les mêmes. Les agités du bocal. Ça y est. Adolf Hitler est de retour. Voilà. Réponse simple. Oui, puisque là, on peut écouter tout le monde. Donc Adolf Hitler est là. C'est la dictature. Ok. Comme ils sont de gauche, la dictature ne peut venir que de droite. Et puis ceux de droite vont dire que c'est la dictature de Staline qui revient. Donc voilà, entre agités du bocal, de toute façon, ils existent les uns grâce aux autres. Donc c'est bien. Donc il y a le Parti socialiste qui devrait dire à un moment, oui, mais
lorsque le juge donne son autorisation, là je l'invente, hein, mais ça pourrait être ça. Lorsque le juge donne son autorisation d'activation d'un téléphone, il favorise le capitalisme, car il oblige la police à investir dans des serveurs qui vont forcément venir des États-Unis. Et ça, c'est encore un complot capitaliste. Wow. J'invente, mais c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Ils ont réfléchi loin pour ce que l'institution est capable de faire. L'institution législative est souvent très premier niveau. Là, sont pas capables de réfléchir à aller si loin que ça dans la réflexion. Puis s'ils étaient capables, ça serait bien, là, mais j'ai rarement vu des assemblées législatives être capables de réfléchir à 3-4 niveaux. Oui, on va faire ce projet de loi parce qu'on sait que ça va financer l'acquisition de choses par telle autre compagnie plus tard, dans 3 ans. Là. Hey. Mais c'est une métaphore, mais ils en sont capables. Je veux dire, à un moment, le niveau et toujours pareil, à un moment, il y a un député, notre secrétaire d'État au numérique, un type, voilà, quand il s'exprime, c'est carré. Ok, c'est étayé, il connaît son dossier, il a compris la technique, il défend un point de vue, mais c'est la démocratie, ça. Ok, c'est son boulot. Donc, on a voté pour un président qui a nommé des ministres, il y en a un qui a nommé un sous-ministre, c'est lui, donc il fait le job. Ok, lui compétent, juste compétent. Je veux dire, n'importe qui s'intéresse un peu au sujet voit qu'il dit autre chose que. Alors, cette semaine, nous allons réfléchir à un projet de IPv. Voilà, V4 c'est fait, V6 c'est fait. On va réfléchir à IPv8. Enfin, les gens ils disent n'importe quoi. Enfin, à un moment ça donne presque, enfin, ça donne envie de rigoler sur le moment. Au fond, c'est assez attristant. Donc en fait, on a que des postures politiques et des caisses de raisonnement grâce aux réseaux sociaux qui augmentent le truc. Puis ça fait un peu de sensationnel. Et puis comme ça, on a fait genre 3W. Hashtag j'existe encore. Hashtag votez bien pour moi aux prochaines élections. Hashtag tu veux ma photo de près sur tes réseaux sociaux. Voilà. Ah non, tout ça est complètement fou parce que ben, la technique, je sais pas comment ils vont l'exécuter, comme je mentionnais, mais même encore là, c'est de l'écoute électronique très classique comme ils faisaient sur fil avant. Ils ont juste changé le moyen. On fait juste de l'état de moyen. Et en plus, si c'est ça, ces gens-là savaient à quel point les technologies, sont les téléphones, les Apple, Google, là, ce monde, si on parle des téléphones cellulaires, sont capables d'être tracés, sont capables de faire tout ça de toute façon déjà, et les gens l'acceptent les yeux fermés. Ce genre de choses-là, puis on arrive à l'État veut faire la même chose, ça veut prendre un poids, mais qui est cadré, puis avec un volet légitime au niveau social, dans ce cas-ci. Là, on s'insurge, mais là, brûlez vos téléphones immédiatement, là. C'est ça. En fait, il y a quelques politiques qui agitent les choses. Il y a des gens qui sont... En fait, aujourd'hui, on a... Enfin, moi, la manière dont je le vois, je m'occupe beaucoup d'infrastructures techniques, de prestataires de services d'infrastructures techniques. Donc, en fait, c'est toute cette partie de la société que souvent les gens ne veulent pas voir parce que ça intéresse personne. Hein, qui s'intéresse à goudronner les routes, qui s'intéresse à mettre des antennes émettrices pour nos téléphones, qui fait en sorte qu'on ait le gaz, qui fait en sorte que les transports marchent. Après, ça pollue pas, c'est un autre débat, mais c'est les infrastructures. Et en fait, tous ces problèmes-là, faut comprendre l'infrastructure des opérateurs, des FAI, enfin des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs télécoms. Et une fois qu'on sait comment ça marche, on sait que c'est du logiciel, quoi. Et si c'est du logiciel, il y a quelqu'un qui a un contrôle là-dessus, parce qu'il faut bien que ça marche. Et après, on dit ah oui, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas enlever la batterie de son iPhone, donc on est espionné la nuit même quand on dort. Et à celui qui dit ça, j'ai envie de lui dire, écoute, espèce d'abruti, si t'étais assez intelligent, tu savais assez de choses pour qu'on t'espionne, tu dirais pas des conneries grosses comme toi, comme celle que tu viens de dire. Voilà. Mais au bout d'un moment, les gens me prennent mal quand je réagis comme ça. Donc, je le fais de moins en moins. c'est pas des opinions très populaires, disons. Puis pour avoir vu la conversation dans laquelle tu participais sur LinkedIn, c'était assez virulent comme réponse. Mais pourtant, en tout cas, ce que je comprends, moi, tes propos étaient très correct, là, il était pas démesuré ni provocateur. ça s'est enflammé tout de suite. Ouais, ça s'est enflammé. Bon, enfin, en même temps, ça se gère. Dès moi, je communique beaucoup, donc je commence à avoir quelques users. Donc, quand on a des users, on a des trolls qui vont derrière. C'est comme ça. On a 3% de poussière toujours quelque part. Il y a les 2% d'alcooliques, il y a les 0,8% machin. Enfin,
on sait bien heureusement qu'on est humain avec quelques défauts. Bah, de temps en temps, l'agité du bocal, alors, au sens large, qui décide de hurler comme un putois, comme j'ai pu me faire effectivement agresser. Non, enfin, bon, on a besoin de forces de l'ordre. Voilà, après on les encadre, on les entraîne, on leur donne les moyens de leur mission. C'est vrai que la France, aujourd'hui, on a un traitement des manifestations publiques où maintenant on voit de véritables combats urbains ou des combats forestiers où les manifestants arrivent avec des scies mécaniques sauteuses, je sais pas quoi, sur pile et commencent à découper les camions de la police ou de la gendarmerie. Je veux dire, il y a un niveau de violence dans une extrême frange d'une minorité qui défend une cause que je ne qualifie pas, mais il y a un niveau de violence par moment qui est tout à fait surprenant. Et la France, dans son institution policière de réponse maintien de l'ordre, aujourd'hui a un énorme problème parce qu'on voit qu'il y a des blessés partout, que ça devient, il y a des trucs qui brûlent et que ça arrive un peu régulièrement. Enfin, voilà, bon, on est des démocraties, on assume aussi le débat de voir que parfois il y a des excès. Oui, bien sûr, c'est la nature humaine et puis on fait des lois, on corrige et puis des fois on progresse. Nous, en France, on a eu la loi renseignement qui a été qu'on nous a vendu à nous la partie civile, comme moi avocat ou les gens qui bossent dans ce crédit-là, on nous a vendu ça comme un truc. Bon, alors il y a des trucs dedans, c'est un peu grave, mais en fait pour la première fois on réglementait sous le contrôle de la République quand même. Enfin, bon, une commission qui est pas trop indépendante. Enfin bon, les mecs, c'est pas parce qu'ils sont pas trop indépendants qu'ils ferment les yeux et que Adolphe va encore surgir de la pièce du fond. Je veux dire, faut arrêter quoi. Après que ça demande un vrai contrôle parlementaire. Moi, je suis assez pour le contrôle des juges. Je vois que notre système judiciaire en France, dont je dis beaucoup de mal, mais nos juges, quand ils font le job, ils le font avec une grande intégrité. Franchement. Et je ne plaide plus, hein, donc j'ai rien à gagner en disant ça. Mais on a des juges d'une grande intégrité. Et si la France voulait bien dépenser un peu d'argent, on aurait plus de juges qui seraient tous intègres et on aurait une démocratie qui s'en porterait mieux. Et je ne peux souhaiter que ça. Mais aller gueuler pour un projet de loi, machin, juste parce que c'est la faute du capitalisme, crotte, flûte, zut. Non, c'est un peu trop. Puis j'aime beaucoup, d'un point de vue nord-américain, on a plus des commissions parlementaires, justement, qui viennent au Sénat, au Congrès aux États-Unis, qui viennent contrôler ces agences-là. Fait que c'est un comité d'élus qui vont venir surveiller dans leur boulot ces institutions-là. Puis dans le fond, pour moi, dans le cas de la NSA, le fameux scandale Snowden, c'est que la commission qui surveillait la NSA n'a jamais mis les freins quand elle aurait dû. Fait que c'est l'agence civile élus qui auraient dû intervenir et c'est eux qui ont fermé les yeux. Et c'est pas la NSA, c'est pas le problème de la NSA, c'est le contrôle qui aurait dû être fait par cette agence-là pour mettre le frein, pour arrêter où la limite doit se faire. Oui, puis moi, je crois beaucoup à ces pouvoirs, à cette balance de pouvoir-là, la répartition, puis ces agences-là, peu importe dans le système dans lequel on est, où on retrouve ces vérifications-là, je trouve ça essentiel comme étant une mesure de justement, on donne des pouvoirs, oui, mais on a toujours une unité de contrôle qui est élue avec des élus du peuple qui sont là, justement, puis il peut y avoir des agités du bocal qui font partie aussi de ces groupes-là. Puis donc, ça arrive. Et donc, ils peuvent intervenir et justement faire valoir ce genre de choses-là. Puis j'ai une parenthèse très intéressante parce qu'au Canada, au moment où on enregistre, on a eu des rapports sur l'ingérence chinoise dans nos élections, tout ça. Puis bon, il y a bref un paquet d'agitations politiques. Et le gouvernement en place a dit que vous pouvez accéder aux informations qui sont par rapport à ça. Cependant, vous ne pourrez pas en parler parce que c'est des informations qui sont secrètes, qui sont protégées par l'exécutif. Mais vous avez le droit, venez voir, puis vous aurez le droit de chialer sur les affaires sans divulguer le contenu. Venez voir, au lieu de juste vous agiter publiquement. Et ils ont tous refusé d'aller voir parce que ça leur enlève la capacité de s'agiter, parce que là, ils ont accès à l'information, donc ils n'auront plus de capacité légitime de s'agiter parce qu'ils vont voir c'est quoi les vraies actions qui sont posées. Puis ils vont devoir agir comme des bons citoyens et d'intervenir et d'aider l'État à s'améliorer et non juste de chialer et faire des points politiques. C'est vrai. C'est terrible. C'est un peu où le système est rendu. Mais en même temps, ça m'intéresse la façon dont tu vas parler parce que comme Nord-Américain, comme Canadien, moi, tous ces éléments-là sont très normaux. Moi, qu'un juge autorise un mandat d'écoute, moi, ça m'énerve pas. Si les gens savaient à quel point c'est facile de tracer quelqu'un avec son cellulaire, on est capable avec des subpoenas assez de bas niveau d'ailleurs, ça prend pas de très haut niveau de conviction, de preuve. La police a le droit de suivre tout le monde avec leur cellulaire.
Et pas même les cellulaires non intelligents sont suivables parce que les tours, par la fonction même du cellulaire, t'es traçable. Fait que, tu sais, fait que l'énervement des gens quand ils font ce genre de choses-là, c'est comme, ouais, mais vous habitez où? Tu sais, si vous voulez vraiment être en marge de la société, puis vous voulez vraiment être agité du bocal, ben oui, il y a des façons. Mais il faut prendre les vraies façons. J'ai une anecdote géniale, qui est entièrement vraie. Donc, j'en reviens à l'histoire de la loi renseignement. Donc, quand, en fait, il y avait un projet gouvernemental qui était entièrement écrit, mais qui était resté, pas secret, mais vraiment, bon, on n'en parlait pas. Et puis, on a pris les attentats début 2015, et tout d'un coup, mais en, 3 semaines, on s'est retrouvé qu'un projet de loi de 25 pages, très bien écrit, tout bien numéroté, enfin, genre, on guettait l'occasion. Ça y est, on a la loi! Mais comme ça, hein, genre le truc qui sort du chapeau. Ah, les attentats ont eu lieu au mois de février, le projet de loi, il est sorti mi-mars ou fin mars. Vraiment, mais c'est même pas la vitesse de l'éclair, quoi. Même dans les X-Men chez Marvel, ils vont pas aussi vite, quoi. On n'a jamais vu ça. Mais sauf ceux qui se téléportent. Mais bon. Et donc on voit le truc sortir. Donc on l'épluche un peu et tout, et puis en fait il y a un moment, c'est réglementé tout l'espionnage, enfin tout le renseignement. Voilà, on arrête de dire les espions, les services secrets. Non, là c'est des services de renseignement. Porte bien leur nom, hein. C'est Intelligence Agency. Voilà, mais les Français c'est souvent compliqué, ils connaissent pas le renseignement intelligence. Voilà, les Français savent pas. Donc le CIA ça le fait. Bref. Et à un moment, ils se sont dit, bon, alors, qui vont être les services de renseignement? Donc, on fait une liste, ok, alors l'armée est là, la police là, un peu l'économie, ok, le truc classique. Et arrive le renseignement pénitentiaire. C'est-à-dire, en clair, nous, en France, on a une administration pénitentiaire qui dépend du garde des Sceaux, c'est-à-dire du ministre de la Justice. Donc, c'est un truc civil. Mais c'est quand même eux, parfois, qui gardent les prisons. Bon. Et il se trouve qu'aujourd'hui, tous les pays occidentaux, enfin, tous les pays au monde, d'ailleurs, ont le problème, c'est que les téléphones circulent en prison. Ah oui, comme les téléphones sont portables, il y a des téléphones portables dans les prisons. Et on découvre que dans plein de pays, il y a des gens qui arrivent à contrôler des gangs en étant en prison. Enfin, on l'a vu aux États-Unis notamment, de manière très caricaturale et excessive, comme ils le sont parfois. Je les aime bien, mais parfois c'est un peu bon. Bref. Et alors donc à un moment, quelqu'un dit mais nous, l'administration pénitentiaire, on sait qu'ils ont des téléphones, on fouille, on essaie de brouiller, mais quand on brouille, des syndicats se mettent en grève parce que les gardiens peuvent pas téléphoner à leurs copines et les enfants peuvent plus appeler, donc on ne brouille pas. Enfin, je sais pas là, mais ça doit être à peu près ça. Bref, ils disent bon vous l'administration pénitentiaire, vous ne pouvez pas être service de renseignement parce que on n'espionne pas les gens dans leurs cellules. Hein. Ah non, c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux. Ah mais c'est un truc, c'est typiquement de la France. D'accord. Donc à un moment on fait, et puis si on fait ça, tout le reste du projet, on l'a bien vendu à tout le monde, mais là il y a encore la JT du Bocalix, on lui doit un service, mais là il va nous dire là les gars, je peux pas laisser passer ça, je vais être obligé à hurler aux droits de l'homme, l'atteinte fondamentale aux droits de l'homme, car derrière chaque personne en tôle avec interdiction d'avoir un téléphone, qui a un téléphone et qui en profite pour organiser qui des crimes, qui des délits, qui des machins. Il faut savoir respecter sa vie privée pendant qu'il purge sa peine, condamné par l'autorité judiciaire. Très bien. Donc ils ont dit on vous met pas dans la liste. Vous ne serez pas, vous, administration pénitentiaire, vous ne serez pas service de renseignement. Mais pourquoi? 3 ans plus tard, un décret, j'étais tombé dessus par hasard, je sais plus, un décret, alors c'est écrit comme ça. Au titre de l'article L514-12-2 alinéa 3 bis, virgule, il est rajouté un petit 8e, rédigé comme suit 2 points, ouvrez les guillemets, le service de renseignement de l'administration pénitentiaire, virgule, organisé selon une procédure parfaitement occulte, hein, que vous ne la lirez jamais et que c'est mon problème à moi l'État. Fermez les guillemets, elle a dit. Et 3 ans après, on a eu un service de renseignement officiel, ok, parce que c'est nécessaire, qui s'appelle le renseignement pénitentiaire. Mais quel combat de principe! Comment peut-on attenter à la vie privée de gens condamnés par des juges indépendants, ok, qui ne condamnent, il y a tellement de dossiers qui ne condamnent que les cas graves, ok, quand on est vraiment en tôle aujourd'hui, oui, je veux bien qu'il y ait des erreurs judiciaires. Enfin,
c'est bon quoi. On est des démocraties, on est des États de droit avec des juges qui font leur boulot. D'accord? Et des pourris, il y en aura toujours. Partout. Faut pas qu'il y en ait trop dans ces structures-là. En France, on n'a jamais de problème. Nous, à la limite, les juges se font flinguer, notamment les juges d'instruction. Il y a 20-30 ans, se faisaient flinguer physiquement par ça avait eu lieu du côté de Marseille, je crois, dans le sud de la France. Le juge d'instruction avait été abattu par 2 tueurs à moto dans la rue. La moto est arrivée, poum, 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 et la moto est partie. Il a été exécuté. Les juges pourris à acheter, oui, il doit y en avoir, mais soit ils lavent leur linge sale en famille, mais sur les gros trucs, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est jamais étouffé très longtemps. J'avais entendu une phrase très drôle qui disait vous savez pourquoi on ne sait pas qui est l'assassin du président Kennedy? C'est les Américains qui se racontent ça entre eux. Ils disent ah bah non, mais c'est sûrement un complot d'ailleurs, je suis sûr que c'est lui. Fait ah vous inquiétez pas, on est aux États-Unis. Hein. Un secret ne reste jamais secret longtemps, hein. Surtout pas à Washington. Et si aujourd'hui on sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait, mais il a fait disparaître les preuves. Mais ne rêvez pas, hein. Un secret, s'il y avait un vrai complot secret de l'État, machin et tout, quelqu'un à titre perso privé, oui. Mais nos sociétés fonctionnent comme ça, je veux dire. Aujourd'hui, dans les couples, dans les divorces, c'est celui qui sort la preuve parce qu'il a enregistré ou filmé qui son amant, qui son mari, qui sa maîtresse. C'est quelque chose d'extrêmement répandu. On a tous une machine à preuve et à mémoire sur nous. On l'a tous. Ok? Et on passe notre temps à chercher des batteries dès qu'on est en vacances, en voyage ou en week-end, parce que tout d'un coup, on découvre que ça bouffe la batterie à une vitesse phénoménale. Mais c'est ça. Et donc, quand on dit à un juge, bon, écoute, c'est grave là ton truc? On dit, bah, excusez-moi, il a quand même tué 12 personnes, hein. Ah oui, bon, là, c'est grave, d'accord. Donc, c'est plus 5 ans de prison. Oui, là, c'est plus. Bon, bah, si on le trouve avec son téléphone, moi, je suis d'accord. Moi, je suis un juge professionnel, je suis d'accord. Et je vais voir la police, et je dis, vous êtes d'accord? Enfin, oui, bah, on sait où il est, donc on aimerait bien pouvoir y aller, quoi. Mais si on savait s'il a une otage ou un, je sais pas quoi. Enfin, on va vivre avec les moyens d'aujourd'hui. D'accord? Et une dernière anecdote. Ça me fait penser à un truc qui est très marrant. Parce que je m'étais intéressé à l'histoire des télécoms, machin. Et en fait, le téléphone à fil, machin, ça a été commercialisé. C'est une invention américaine quasiment, et ça a été déployé à titre commercial aux États-Unis en 1877. Donc il y a 150 ans, hein, déjà. La France tout de suite a adopté le téléphone commercial, en les cuivres, machin, 1879. Ça avait beaucoup frappé cette année. Et à partir du moment où on a lancé le téléphone, dans les 5 ans qui ont suivi, les premiers services de téléphone porno ont été commercialisés en France. Dans les 5 ans. Et 5 ans plus tard, il y a un décret qui a autorisé la police à faire des écoutes téléphoniques. L'anecdote est parlante, tout court. Aujourd'hui, c'est pareil, mais c'est du numérique. Et tout le monde a une caméra et un micro sur soi. Et de la géoloc. En temps réel. Partout. Ouais, on l'accepte, on le veut même. Dans certains égards, on demande même que si on l'a pas, on est fâché. C'est ça qui me fascine dans ces choses. Fait qu'on est prêt. C'est ça aussi, la dichotomie que j'ai. Tu sais, on parle de Hitler, machin, mais c'est les grandes corporations sont très fascistes aussi en ce regard-là. Et là, si Microsoft décidait ou Google ou Apple décidait du jour au lendemain de déverser toute l'information à un gouvernement, on est foutu. On est littéralement foutu. Donc, ces éléments-là, ils jouent les chevaliers blancs. Non, on ne donnera jamais d'informations. Tout machin. Nous, on collabore pas avec les gouvernements. On agit dans les barèmes de la loi. Bla, bla, bla. La réalité, faut juste regarder. Puis moi, je l'aime beaucoup parce que le monde s'énerve beaucoup avec le Cloud Act, entre autres, à cause des Américains. Mais le Cloud Act, il y a aucun mordant réel dedans. C'est quand on va regarder FISA section 702, elle permet toute communication d'étrangers. Le FISA, elle est magique, mais il est là le vrai danger, mais les gens n'en parlent pas de ce danger-là. Mais ils vont parler du Cloud Act, c'est dangereux le Cloud Act, c'est méchant. Non, mais FISA, l'autre bord, c'est un aspirateur. Le débat sur le Cloud Act en France, c'est exactement ce que je vous ai décrit, sur les 2 projets de loi. C'est ça, on l'a pas lu, mais il y a peut-être un truc dangereux, mais comme j'y comprends rien, de toute façon, j'affirme une opinion, parce que ça défend ma cause. Point barre. Et le discours, par contre, il est généralisé. Ça, c'est l'énigme. Comment autant de gens peuvent dire autant de bêtises? Ça me fascine. Quand je ne sais pas, ou je vais lire, ou je vais me faire expliquer, mais je dis pas que des conneries, quand même. J'ai un métier, moi.
Ouais, Enfin, comme toi, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, j'essaie de limiter les conneries que je dis. Ah, voilà, c'est ça. Puis, mais juste, on parle, si je vais continuer sur le Claudac, parce que j'ai jamais eu de jurisprudence claire qui m'explique que la loi est vraiment dangereuse. Donc, pourquoi vous vous énervez? J'ai rien de tangible. J'ai pas de jurisprudence, j'ai rien. Rien. C'est une procédure judiciaire en matière de crime. C'est pas les misdemeanors, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, c'est le high level, quoi, celui qui va devant le grand jury ou high court. Là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. En fait, c'est pareil, hein. C'est un truc, faut un crime de sang ou un énorme machin. C'est exactement ce dont on parle en France pour allumer les téléphones et les caméras. C'est exactement la même chose. Mais ça a été marketé de manière incroyable. Voilà, il y a pas de bon sens. C'est du discours public, c'est de la posture politique ou c'est du sensationnel presse. Ça n'est pas vrai pour les professionnels que nous sommes. Ouais, puis ça me fascine énormément parce que justement, ça amène le débat à la mauvaise place parce qu'on en a besoin de ces éléments-là. Il faut qu'ils soient correctement encadrés, il faut qu'on donne les bons moyens à l'État d'arriver à ses fins, puis justement qu'on puisse justement être protégé comme citoyen, parce que c'est ça la mission du système juridique, c'est de venir nous protéger comme citoyens et d'arbitrer entre nous et les forces plus grandes que nous. Justement, ces éléments-là, faut donner les moyens. Puis là, on parlait aussi en off le fait du fichier. En France, le fichier S, entre autres, ou tous ces éléments-là qui sont très, très puissants en France en termes de surveillance qui existent 15 000 déjà. personnes. 15 000 personnes à peu près, je crois, c'est entre 15 et 20 000 personnes qui sont classées dangereux à titre donc ils sont plus ou moins suivis, écoutés. Bah, ça dépend de la dangerosité, mais ils sont classés, fichés quelque part. Absolument. Donc, tous ces éléments existent déjà. Donc, c'est pour ça ma grande surprise par rapport à ça. Puis, si on va aller plus loin de ce qu'on parlait en off, l'Angleterre a des caméras, c'est des caméras à circuit fermé à peu près partout. Ils tracent les gens de façon en reconnaissance faciale à peu près partout en Angleterre, dans les grandes villes. Donc, c'est extrêmement intrusif le dispositif anglais. C'est une sorte de tradition chez eux. Comme tout le monde est calme, on peut espionner tout le monde puisque tout le monde est calme. On ne sait pas quand ça a commencé. Est-ce que t'es calme parce que tu sais que t'es espionné tout le temps? C'est toujours ça, la même dialectique qu'on voit dans tous ces trucs-là. C'est vrai que si je clique pas sur le bouton, j'aurais pas dit que je clique sur le bouton. Alors, à un moment, faut être capable de s'exprimer librement, honnêtement, en conscience. C'est pour ça que moi, je ne veux pas avoir exprimer d'opinion politique. Ça n'est pas, je ne veux pas faire ça. C'est pas mon truc. Voilà, je peux donner un avis technique et puis après, je peux regarder le cinéma qui se passe devant moi. Mais l'Angleterre, c'est absolument incroyable. Et l'acceptation sans que ça sorte jamais, et ça passe, et ça passe, et ça passe. C'est incroyable. Ouais, cette tradition-là est très fascinante. Les Américains la copient un peu avec un peu moins d'énergie, disons, qu'ils font, mais on utilise d'autres dispositifs pour arriver à leur fin de toute façon. Mais c'est ça, mais je préfère un encadrement ouvert, un peu comme ce que la France fait, justement, parce que là, on est dans un contexte mieux calibré en termes de choses, puis il n'y a pas d'énervement. Disons, on est en train de faire les mêmes affaires. Si c'est pas déjà dans nos lois, ça va l'être dans nos lois de toute façon, puis avec un beaucoup moins grand énervement social dans ce cas-ci, par exemple. C'est bien. On a fait le tour. Je te remercie énormément. C'était très agréable ce genre de discussion-là parce que je trouve ça toujours très drôle parce que ces différences-là et ces agitations-là me fascinent pour le peu d'éléments tangibles réels qui sont associés à ces éléments-là. Et un peu dans la manière dont j'ai le plaisir de répondre à tes questions ou vous raconter quelques histoires, elles sont toutes vraies. Là, on a je viens de poster un billet de blog sur mon site web en expliquant comment un prestataire vient de se faire condamner par la CNIL en France, où il vient de prendre 2% de son chiffre d'affaires à titre de sanction, ce qui représente c'est 40 millions d'euros et c'est la moitié de leur bénéfice net sur amende qui vient de tomber comme ça. Et au lieu de faire un long cours de droit, parce que à un moment c'est extrêmement technique, c'est le RGPD, ça fait des pages et des pages et que c'est pas simple, je me suis dit tiens, je vais le faire autrement. Et là, j'ai imaginé le dialogue de l'audience de la présidente, Madame Lactil, qui pose la question au prestataire, qui ment comme un salaud parce qu'il ment comme un salaud, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et comment il essaie de se raccrocher aux branches en disant n'importe quoi, et derrière, il peut raconter ce qu'il veut. Je veux dire, à un moment, devant l'évidence, je veux dire, si les mecs, ils faisaient du fingerprinting, ils mettaient des cookies sur tout le monde. Et ils traitaient tout, et ils collectaient tout. Et on est à peu près 450 millions d'Européens. Ils avaient quand même une base de données de
370 millions de profils utilisateurs. On est 450 millions. Ils ont pris 40 millions de pénalités, de sanctions. Ben, voilà, je peux le raconter comme ça en me marrant. Quand je veux donner un peu de détails ou mettre un peu d'humour, ben, j'ai fait un post de blog là. Voilà, c'est un dialogue imaginaire, mais qui va vous donner le niveau dont aujourd'hui nos professionnels abordent aussi le problème, avec ceux qui mentent, le fameux droit au mensonge qu'on avait évoqué ensemble. Voilà, en France, si ça passe, bah t'as le droit de mentir. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, celui qui ment tout le temps, bah c'est un menteur. Donc on ne le croit pas. Donc on le condamne. Voilà, c'est l'intime conviction. Ah, voilà. Et ben les tribunaux de commerce, machin, à un moment, on dit attendez, on a fait un constat. Ah bon, voilà, condamnation. Donc c'est en libre accès sur mon blog. C'est une manière dont j'essaie de rendre ça un peu moins triste que ce que c'est au fond. Moins technique. Oui, c'est très intéressant, effectivement. J'en ai pris connaissance avant de commencer l'enregistrement de ce dialogue imaginaire.